bonsoir, bienvenue dans vos conversations. Mon invité ce soir, le député insoumis du Nord, Ugo Bernalicis. Alors que les forces politiques de gauche se réuniront samedi à l'initiative de Yannick Jadot, on lui demandera si l'union est encore possible à un an de la présidentielle, sachant que selon le sondage IFOP paru dans JDD, aucun candidat de gauche n'est en mesure de se qualifier pour le second tour. En deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos décrypteurs. Et ce soir, je serai entourée de l'éditorialiste Nicolas Domnac et du journaliste du Figaro, Alexandre Devecchio. On va se pencher avec eux, notamment sur le cas de l'école musulmane d'Albertville. La France se bat pour ne pas être prise de vitesse par les séparatistes. Ce sera ensuite l'heure de la carte blanche de la journaliste cinéma Ava Cahen, avec qui on fêtera les 10 ans de Game of Thrones. Et on terminera avec les pépites dénichées ce soir par Christophe Barbier. C'est parti. Ugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Alors vous avez vu que les variants brésiliens font trembler le monde entier. Jean Castex a annoncé cet après-midi à l'Assemblée nationale la suspension de tous les vols entre la France et le Brésil. C'était la seule chose à faire ? C'était une chose à faire. En tout cas, on se demande pourquoi on a mis autant de temps à réagir. Est-ce qu'on n'a plus de services de renseignement dans ce pays, plus d'informations? Est-ce qu'on ne regarde plus ce qui se passe chez les voisins? Puisque c'était déjà le cas pour le Portugal depuis plusieurs semaines, y compris pour l'Espagne, etc. Et qu'on voit que les dégâts de ce variant brésilien sont catastrophiques, notamment sur les populations les plus jeunes. C'est ce qui se passe en tout cas au Brésil. Donc oui, il était temps de prendre une mesure un peu drastique, parce que là, on parle potentiellement du coup d'une quatrième vague. Peut-être qu'elle d'ailleurs elle est déjà sur les starting blocks, parce qu'elle est déjà sur le continent européen. Mais votre leader, Jean-Luc Mélenchon, il est en ce moment même en Équateur. Oui. Et alors, au vu de la situation sanitaire... C'est pas le Brésil non plus, l'Équateur. Tout à fait. Ça n'a pas échappé. Certes non, mais... Il aurait pu être en France aussi, en Guyane d'ailleurs. C'était pas forcément le meilleur moment aussi. Écoutez, les vols sont autorisés, donc il faut savoir. Soit on peut y aller, soit on peut pas y aller. Moi-même, je me suis retrouvé à un événement contre la mafia à Palerme il y a 2 semaines, et j'y suis allé en respectant les protocoles sanitaires, le test PCR, etc. Donc, soit on dit... Les Français sont censés être confinés avec une interdiction de se déplacer à 10 km de leur domicile. Oui, je sais bien. Vous savez comme moi. Je sais bien. Alors, quand je suis parti, c'était pas encore le cas. Ça allait tomber. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, on est en plein dedans. Donc, c'est pas symboliquement, ça pose des questions. Vous avez vu. Non, mais je veux bien vous admettre que ça puisse poser des questions. Je vous rappelle juste que les parlementaires ont une liberté de circulation pour faire leur mandat qui n'est pas la même que le citoyen lambda. Mais on prend tous des précautions, que ce soit en réunion de groupe, que ce soit dans notre déplacement en tant que tel, que ce soit dans le train, etc., etc. Donc à un moment donné, ne nous demandez pas de plus respecter les règles que les règles qui sont en vigueur, parce que sinon nous aussi en tant que parlementaires, d'une, on vit plus, et de deux, on peut plus faire de politique. Sauf que la politique, elle doit continuer dans cette période de crise. C'est un impératif démocratique. Alors on va écouter le porte-parole du groupe La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, cet après-midi sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, je trouve absolument incroyable à un moment où on demande des efforts absolument considérables aux Français, notamment dans la réduction de leur interaction, dans les restrictions qu'ils peuvent avoir dans leur vie personnelle, familiale, amicale, professionnelle, de voir un responsable politique faire 10 000 km en avion pour aller soutenir un candidat qui a déjà perdu dans une élection présidentielle en Équateur, sans geste barrière, sans masque, sans distanciation. Tout ça pour envoyer une carte postale politique à ses alliés de la gauche, pour leur dire, au fond, réunissez-vous derrière moi, parce que ce candidat en Équateur, il a perdu parce qu'une partie de la gauche ne se serait pas réunie derrière lui. Donc je trouve ça complètement irresponsable et pas à la hauteur de la situation. Alors il fait allusion à ce tweet posté par Jean-Luc Mélenchon. Je fais le oui, c'est du buzz pour pas cher. Voilà, oui, donc le tweet de Jean-Luc Mélenchon avec cette photo, voilà, on le voit. Donc en effet, pas de masque, une accolade. On n'a pas de masque non plus là, vous et moi. Je tiens à signaler quand même. On est beaucoup plus loin. Alors pour le coup, le respect des distances sur ce plateau nous est imposé, n'est-ce pas, par le groupe Altis auquel j'appartiens. Donc non, là le tweet de Jean-Luc Mélenchon montre une accolade entre les deux hommes, avec ce texte, un rencontre chaleureuse avec notre candidat à l'élection présidentielle en Équateur. Il perd à 4 points d'écart. Le candidat vert, souligne Jean-Luc Mélenchon, lui a refusé le soutien. Pourquoi ça vous agace? Parce que non, ça m'agace pas. Ça peut poser des questions quand même. Là aussi. Oui, qu'on se pose des questions, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'au début de la pandémie, il ne fallait pas mettre de masque parce que ça ne servait à rien quand même. Les mêmês membres du gouvernement, les mêmes qui d'ailleurs vont dans des repas. Elle a quitté ce gouvernement, Sibeth Ndiaye, la porte-parole de l'époque. Non, mais il n'y avait pas que elle. Il y a M. Véran. Au tout début où il arrive ministre de la Santé, vous avez des prises de parole de M. Véran qui nous expliquent que le masque ne sert à rien. Et ces gens-là, jamais ils l'ont dit. Pardon, je me suis trompé, c'est mieux de mettre le masque. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre le masque. Il faut le mettre. Moi, je suis pour qu'on le mette. Donc voilà, je le mets partout, à chaque fois.
fois que c'est nécessaire et que c'est possible. Donc des fois je mets même trop, même quand je fais du vélo, et après je m'étouffe. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc juste à un moment donné, les donneurs de leçons, dont apparemment certains membres du gouvernement vont à des repas. Hein, alors c'est sûr, c'est pas à 10 000 km, c'est dans Paris. Hein, avec monsieur Pierre-Jean Chalençon, c'est ça? Enfin, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé les noms des membres du gouvernement trouvé, mais je suis sûr qui l'ont fait. Hein. Oui. Je précise pour les téléspectateurs que précisément donc l'organisateur de ces soirées a dit qu'il y avait des membres du gouvernement avant de se rétracter. Avant de dire que c'était un poisson d'avril. Avant de dire que c'était un poisson d'avril. Puis de se faire perquisitionner. Et ensuite, les journalistes d'M6 ont dit qu'il y avait des noms, et puis aussi avant de se rétracter. Donc, à ce stade, peut-être que vous avez des informations que j'ai pas. Bon, il y a des choses qui se disent dans les couloirs à l'Assemblée nationale, mais bon, moi, j'ai pas de preuves non plus. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être à 10 000 km pour se sentir invincible et ne pas respecter les gestes barrières. Et c'est ce que... La même photo avec un masque, tu étais bienvenu. Oui, mais je sais pas comment ça s'est déroulé. Peut-être qu'ils l'ont retiré pour 10 secondes juste pour la photo et remis derrière. Moi, ça m'est déjà arrivé que des militants insistent pour faire la photo sans le masque. Et vous le faites aujourd'hui, ça? Non, du tout. En plus, j'ai même plus trop l'occasion de sortir sur des événements militants. La dernière fois, c'était devant un tribunal pour le procès d'un décrocheur de portrait d'Emmanuel Macron que j'ai défendu et pour lequel je suis allé. Et vous étiez masqué? Bah oui, j'étais masqué, ouais. Alors juste, et c'est pénible. On va revenir sur la leçon, la leçon politique que contient le tweet de Jean-Luc Mélenchon, parce que dans la dernière phrase, c'est le plus intéressant, finalement. Parlons un peu de politique, en effet. Donc parce que Monsieur Langlade qui fait ses buzz à 2 francs 6 sous. Encore une fois, votre candidat aurait mis un masque et vous n'auriez pas de buzz. Peut-être. Donc, dans la dernière phrase, Jean-Luc Mélenchon reproche au candidat écolo d'avoir fait perdre la gauche en Équateur. Et au fond, c'est aussi, disons, une petite pique lancée aux écolos français, n'est-ce pas? En gros, il faut faire alliance autour de lui, plutôt Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas perdre en 2022. Si on est au deuxième tour, j'espère bien qu'on aura le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Manquerait plus que ça. Mais c'est vrai que dans leur courant politique, il y a des tas de gens qui disent que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche et qu'il n'y a pas de difficulté et que même une certaine gauche ne leur plaît pas parce qu'il ne faudrait pas trop chambouler le marché. D'ailleurs, les écologistes allemands se sont caractérisés par cette ligne politique-là, précisément et particulièrement. Et d'autres mouvements verts en Europe aussi, c'est le cas. Pas les verts nordiques qui sont avec nous au Parlement européen, d'ailleurs, je tiens à le signaler. Donc il y a des choses qui traversent les courants politiques. Alors là, Donc oui, si c'est pour leur dire, attendez, l'écologie politique n'est pas compatible avec le capitalisme financiarisé, avec l'économie de marché telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Et donc, il faut des ruptures. Il faut des ruptures avec cette main invisible du marché. Je pense que c'est notre responsabilité politique de le dire. Et c'est la leur à ELV de l'admettre. Alors, on a donc Yannick Jadot qui a appelé les forces de gauche, toutes les forces de gauche, à se réunir samedi prochain pour évoquer... vous avez la date, vous? Samedi. Ok. Voilà. Bon, nous, officiellement, on n'a pas la date, mais on lui a demandé confirmation. Donc, pour évoquer cet avenir commun, donc cette réunion se tiendra par la force des choses sans Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas? Qui sera toujours à l'autre bout du monde. Coïncidence? Je ne sais pas si c'est une coïncidence. En tout cas, si Yannick Jadot ne voulait pas que Jean-Luc Mélenchon soit là, il s'y prendrait autrement que ce serait... Bon, vous avez compris que ce que veut faire Yannick Jadot, c'est que là, je comprends pas, en fait. Vous ne comprenez pas sa démarche? Et non, mais soit il dit on veut se rencontrer, on lui dit d'accord. Ensuite, on apprend la date par voie de presse. Officiellement, on n'est même pas au courant de la date. Donc, on lui a fait un courrier ce matin, on l'a mis en circulation. Il a été rendu public là cet après-midi pour lui demander la date. C'est quand même un truc bête et méchant, voilà. Et que il insiste pour que Jean-Luc Mélenchon soit là, alors qu'il sait, puisqu'il l'a eu au téléphone, et que Jean-Luc Mélenchon lui a expliqué qu'il avait un déplacement international qui était prévu. Donc, il sait très bien qu'il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il veut, que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas là? Enfin, je sais pas. Bon, par ailleurs, on a d'autres représentants de la France insoumise qui sont tout à fait capables d'honorer. Sera au rendez-vous. Adrien Quatennens, mon collègue du Nord, honorera évidemment le rendez-vous parce que nous y sommes favorables. À quoi joue-t-il au pluriel le il étant et Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire? Nous on joue à rien, on a dit qu'on était d'accord. On veut juste savoir le jour, la date, l'heure. On a un petit peu plus d'informations sur l'ordre du jour puisque Yannick Jadot nous a expliqué ce dont il voulait parler. On n'est pas d'accord avec tout, mais au moins il y a une base de discussion. Alors on va écouter Benoît Hamon, donc l'ancien candidat à la présidentielle, qui essaie d'alerter sur le risque d'une gauche dispersée. On ne peut pas parler, les uns et les autres, d'urgence climatique et d'urgence sociale. Chaque fois qu'on vient sur les plateaux, on dit le compte à rebours égrène ces secondes de plus en plus vite, en quelque sorte, en matière de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, d'inégalité sociale. On ne peut pas dire ça
et ensuite, chacun dans son couloir de nage, concourir pour faire un score dont on sait qu'il sera perdant. Si nous sommes convaincus qu'il y a urgence climatique et urgence sociale, il faut nous réunir parce que c'est la seule condition pour qu'en 2022, il y ait un gouvernement de transition écologique et un gouvernement de justice sociale. Est-ce que vous signez ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'histoire des élections présidentielles et de la gauche, asséner que l'union c'est la victoire, ça n'est jamais arrivé. On a été unis, on a perdu. On a été à des élections présidentielles désunis comme jamais et on a gagné. François Mitterrand en 81 quand il gagne, je vous rappelle qu'il y a un candidat communiste qui est là et qui fait un excellent score lors de ce premier tour. C'est une autre époque de la gauche quand même. Non mais oui, mais sauf que non, mais on va remonter dans le temps pour être plus près du présent. Quand vous prenez la défaite de Lionel Jospin, il y a beaucoup de candidats de gauche et c'est le Jean-Marie Le Pen qui arrive au deuxième tour en faisant à peine plus de 16%. La fois d'après, François Hollande gagne pour être au deuxième tour et gagne le deuxième tour en ayant lui-même un très gros score, alors qu'il y avait un candidat écologiste, alors qu'il y avait un candidat, alors que Jean-Luc Mélenchon était candidat, etc. Bon, donc il n'y a pas de combinaison magique. La seule chose que je sais, c'est que si on ne va pas convaincre les gens et qu'on est toujours dans cette tambouille politicienne de dire est-ce qu'il faut l'union de la gauche, pas l'union de la gauche, et que c'est qu'une bataille d'ego, en fait on nourrit le propre rejet des électrices et des électeurs. Donc moi je veux bien qu'on se mette d'accord, il n'y a aucune difficulté avec ça, mais il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le programme. C'est pourquoi nous avons dit oui à Yannick Jadot. Il nous a dit il faut qu'on discute du programme et du fond. Très bien, discutons, ça fait des mois qu'on demande ça. Puisque nous, on a l'avenir en commun, notre programme, qui a réuni déjà plus de 19% des voix la fois dernière. On a un candidat, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, il est en tête dans les sondages, j'avais dit qu'on allait en discuter. Mais oui, ensuite. On y vient. Bon, pourquoi ce ne serait pas... Je le pose différemment, pourquoi pas lui ? Non mais pourquoi pas lui en candidat de la gauche commun si tout le monde est d'accord sur le fond. Le sondage IFOP qui a été publié dans mon journal, le JDD, montre quoi ? Montre qu'aucun candidat de gauche ne serait en mesure de se qualifier pour le second tour de la présidentielle en 2022 et pire, même en cas de qualification au second tour, aucun candidat de gauche ne battrait Marine Le Pen. Mais vous êtes au courant, mais aucun téléspectateur ne le serait pas. Vous comme moi, vous savez qu'un sondage ce n'est pas une élection et qu'à la même date, il y a 5 ans, Emmanuel Macron n'était même pas encore candidat. D'accord ? Et ça devait être François Hollande et les sondages donnaient un deuxième tour, Marine Le Pen, François Hollande. Voilà ce que c'est. Mais par contre, ça nous pousse à quoi ? Enfin, c'est quand même assez... Non, mais attendez, ça pousse à quoi ? Ça pousse à faire campagne. Un tantinet inquiétant. Oui, je préférais qu'on soit à 30% dans les sondages d'opinion et qu'on soit là, tranquille, en train de se préparer à prendre le pouvoir et à gouverner le pays. Mais c'est pas le cas de figure. La politique, ça n'a jamais été facile. Et la politique, c'est pas quelque chose d'immuable, qui ne bouge pas, qui stagne, etc. C'est hyper volatile. Encore plus maintenant que dans... Mais vous avez vu Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, oui. Il y a 40% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que, soyons clairs, c'est le pire score des candidats de gauche testés par l'IFOP dans ce sondage. Est-ce que le problème, c'est pas aussi, peut-être, Jean-Luc Mélenchon ? Peut-être que le problème, c'est le sondage. Mais voilà, et la méthode du sondage et les questions qui sont posées et les redressements qui sont effectués ici ou là, puisqu'on se rend compte que qu'est-ce qui manque si je devais faire un tacle ou une pique à cet instant de la discussion ? Qu'est-ce qui manque à Jean-Luc Mélenchon ? Vous n'êtes pas obligé de faire des tacles. Je vais me sentir obligé, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est l'électorat de, soi-disant, Anne Hidalgo qui manquerait dans cette hypothèse majoritairement, et une bonne partie de l'électorat d'Anne Hidalgo irait voter pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. Voilà ce que dit aussi ce sondage. Vous voyez, avec des conclusions comme celle-là, on n'est pas rendu, quoi. Bon, donc ce qu'il faut faire, c'est faire campagne, c'est convaincre les gens. C'est ce qu'on a fait la fois dernière. Je vous signale, la fois dernière, on arrive à 19,6%. Jean-Luc n'était pas le candidat, Jean-Luc Mélenchon n'était pas le candidat de l'union de toute la gauche. C'est pas vrai. Il y avait Yannick Jadot, on a parlé tout à l'heure. Il y avait Benoît Hamon. Alors Yannick Jadot, elle est derrière Benoît Hamon. Ils se sont unis et leur score a dégringolé. Comme quoi. Là, vous avez vu qu'en cas, donc toujours dans ce sondage, en cas de nouveau duel Macron-Le Pen, second tour, eh bien 51% des sympathisants donc de la France insoumise voteraient pour Emmanuel Macron, 49% qui voteraient pour Marine Le Pen, quasiment du 50-50. Et ceux qui voteront pour ni l'un ni l'autre ? Vous en êtes ? Non mais je ne vous répondrai pas à cette question. Pourtant c'est une question importante. C'est une question extrêmement importante, mais je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas parce que moi je veux que les gens, et c'est ce qu'on a fait en 2017, souvenez-vous, dans l'entre-deux tours, nous voulons que nos militants... On s'en souvient bien, vous l'êtes beaucoup fait reprocher, souvenez-vous aussi. Que quoi ? Qu'on n'a dit pas une seule voix à Marine Le Pen ? Ça nous a été reproché ça ?
Ce qui a été reproché, Non, ça a été oublié. Ça a été oublié. Ce qui a été reproché, c'est de ne pas avoir appelé à voter Emmanuel Macron. Souvenez-vous. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Nous n'avons pas appelé à voter Emmanuel Macron. Nous avons dit, vous avez le choix entre voter Emmanuel Macron, voter blanc ou voter abstention. Voilà les 3 choix que nous proposions aux militants de la France Insoumise. Et pourquoi? Parce que nous pressentons que les gens en ont ras-le-bol de ces genres de deuxième tour, à devoir faire le front républicain pour que quoi? Pour qu'Emmanuel Macron applique des pans entiers du programme du Rassemblement national? Pour que M. Darmanin, sur un plateau télé, dise à Mme Le Pen qu'il la trouve trop molle sur la question de la lutte contre l'islamisme politique? Non mais on rêve. Ça veut dire que vous referiez la même chose? Refaire la même chose, c'est-à-dire faire campagne, convaincre les gens? Oui. Non, Avoir un programme politique? Oui. Ça veut dire que de ne pas appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Eh bien écoutez, on va se placer dans un cas de figure plus positif, puisque la campagne s'appelle « Nous sommes pour », la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Et donc nous sommes pour être au deuxième tour. Voilà. Et comme ça, ce sera aux autres de dire s'ils appellent pour nous à voter pour nous ou pas. Et même s'ils ne le font pas, de toute façon, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité du candidat au deuxième tour d'aller convaincre les gens de voter pour lui, d'aller le convaincre. Alors on va revenir à la Covid-19. Vous avez vu, on a réussi à ne pas en parler beaucoup jusqu'à présent. L'objectif... Sauf pour dire du mal de Jean-Luc Mélenchon. L'objectif, on parlait des masques, l'objectif était d'avoir vacciné 10 millions de Français à la mi-avril. On a dépassé les 11 millions de vaccinés avec une dose. Est-ce qu'on est peu ou prou en train de rattraper notre retard? Bah bof quoi. Bof, parce qu'il y a toujours des ruptures de vaccins. Oui, Johnson & Johnson reporte le déploiement de son vaccin en Europe, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui, par contre tout le monde sautait au gouvernement sur Johnson & Johnson. On ne les entend pas pavaner, dire oui c'est bon, on a un plan B, parce qu'ils misaient sur une bonne partie de ces vaccins pour atteindre l'objectif. C'est ce qu'on nous a vendu il y a une semaine à l'Assemblée nationale. Une livraison de 200 000 doses absolument qui était attendue cette semaine. Alors comment on fait? Ça s'appelle un coup dur. Ouais, comment on fait? Mais pourquoi on en est là? Parce qu'on ne produit pas en France. Donc on dépend des autres. Et voilà, et on en revient à la situation de départ. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'argent public sur la table pour développer un vaccin en France, même en retard par rapport aux autres? Donc vous dites le pays de Pasteur devrait avoir honte? Bah, c'est même pas le pays de Pasteur, c'est juste la France, 6e puissance économique mondiale. Et puis même combien on n'aurait pas eu le vaccin? Mais il fallait se battre pour avoir la licence globale sur le vaccin, pour faire en sorte de faire tomber le brevet et qu'on puisse en produire localement. Alors on dit oui, mais les chaînes de production, ça se monte pas comme ça du jour au lendemain. Ah ouais, et ça fait combien de temps qu'on est censé savoir qu'on va avoir besoin d'un vaccin? Ça fait 2 jours, ça fait 2 semaines? C'est ça, on découvre la vie? Non, ça fait plus d'1 an qu'il y a le Covid, ça fait plus de 6 mois qu'on nous parle du plan vaccinal, etc. Et c'est un fiasco du début à la fin. Moi, je ne comprends même pas pourquoi ce gouvernement n'y arrive pas. Ça devrait être dans son intérêt de réussir cette campagne de vaccination. C'est dans son intérêt politique. Par-delà même l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui est censé nous guider, mais là, même pour leur propre profit politique. Et ils en sont incapables. Pourquoi? Parce que l'État a été détruit et rabougri successivement par les politiques d'austérité, continuées par ce gouvernement-là, et que ils ne savent plus s'organiser, donc ils filent ça à un cabinet conseil privé, là, McKinsey, qui finalement organise la pagaille. Bon ben voilà, la boucle est bouclée, il va falloir se passer de tout ce monde-là et réarmer l'État et les services publics, avoir des services publics, avoir des hôpitaux publics, des soignants, des fonctionnaires qui savent faire de la logistique. Tout ça, on en a besoin pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour l'avenir, pour être résilient. Alors un mot sur les élections régionales, plus exactement sur la façon dont le gouvernement essaie de se dépêtrer de cette question de reporter ou non le scrutin. D'une semaine. D'une semaine, voilà. Après, vous avez vu que Jean Castex a déclenché une consultation surprise express des maires par les préfets, ça c'était vendredi. Et puis là, cet après-midi, il a proposé aux parlementaires, dont vous-même, de débattre de la question d'un décalage. C'est en cours. Oui, et alors, vous en pensez quoi? Est-ce que là aussi c'était la seule chose à faire? La décalage d'une semaine, c'est-à-dire pourquoi faire? J'en sais rien, moi j'ai toujours pas compris pourquoi ils voulaient décaler d'une semaine. Alors, si peut-être pour avoir une semaine de vaccinés. De vaccination de plus, ce qui rejoint ce qu'on disait il y a quelques instants. Pourquoi pas 2 semaines? Ou pourquoi pas 3? Ou pourquoi pas laisser la date telle qu'elle a été prévue? Enfin, je sais pas. Du coup, comme eux-mêmes ne savent pas bien où va leur campagne de vaccination, je comprends qu'ils soient dans le flou. Mais surtout, nous, ce que nous avons demandé sur le maintien du scrutin, parce que finalement, que ce soit cette semaine-là ou la semaine suivante, ça change pas grand-chose. L'important, c'est que le scrutin soit maintenu. Mais pour ça, il faut qu'on puisse faire campagne. Faire campagne en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude.
évidemment, parce qu'il y a les attestations, les machins, etc. Tout le monde n'est pas parlementaire et peut pas se déplacer librement, donc il faut des papiers, et donc c'est compliqué que ce soit d'aller à distribuer des tracts, ou que ce soit même juste pour se réunir. On peut pas, on fait que des réunions sur les ordinateurs par visioconférence, donc c'est très compliqué. On a demandé des choses très simples, qu'il puisse y avoir 2 professions de foi qui soient envoyées. Vous savez, le papier qu'on reçoit 3 à 4 jours avant le scrutin, et ben qu'on en envoie un en début de campagne officielle. C'est-à-dire 3 semaines avant. Donc hop, qu'on ait des plages de débat dans toutes les antennes régionales du service public, à des heures de grande écoute, à des débats à thème toutes les semaines. Enfin, des choses simples, quoi, qui viennent combler le fait qu'on puisse pas faire des campagnes normales. Et vous n'avez pas de réponse? Bah non, sur tout ça, on nous a dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, ceux qui vont être scrutateurs, ceux qui vont surveiller les opérations de vote ou assesseurs, pourront éventuellement accéder à la vaccination avant les autres. Bah, il serait temps de s'y mettre quand même, parce que ça arrive vite là. Et puis vu comment ils sont organisés, je suis pas sûr que quelqu'un qui veut être scrutateur ou assesseur ait le temps de se faire vacciner dans ces conditions-là. Et bien maintenant, on va accueillir Nicolas Domnac qui vient mettre son grain de sel. Nicolas Domnac, bonsoir. Bonsoir la Cavada, bonsoir. Hop là, attendez, il faut que je me hisse jusqu'à vous, si j'ose dire. Dites-moi plusieurs petites choses. D'abord, on tient, Anna, vous savez, un homme qui a réussi l'union, malgré tout, des gauches, dans les Hauts-de-France. C'est tellement rare qu'on n'en revient pas. Mais cette union, elle existe vraiment avec toutes les différences. Et vous oui, il y aura une liste déposée en préfecture avec tout le monde dessus. Avec tout le monde dessus. Et vous allez faire campagne ensemble? Bah oui, on fait campagne ensemble. Alors campagne, c'est un bien grand mot, comme je viens de le dire, puisque avec le Covid, ça ressemble pas vraiment à une campagne ordinaire. Mais oui. Alors des fois, c'est pas toujours aussi facile qu'on l'aimerait. Mais ça se fait, oui, ça se fait, parce qu'on a une tête de liste qui est Karima Deli, qui est dynamique, qui va de l'avant et qui tient cette alliance. Et écologiste. Non, je précise. Oui, bien sûr, qui est écologiste, mais qui est par ailleurs. On l'a déjà reçu plusieurs fois sur ce plateau. Oui, et qui, j'ose le dire, qui est aussi par ailleurs de gauche. Oui, alors mais ça c'est des choses qui m'a étonné, c'est à quel point ce critère gauche-droite revient, alors que chez les Insoumis, il y a eu une période où le critère gauche-droite n'était pas efficient, on parlait de peuple. Voilà, maintenant vous avez changé. Non, on n'a pas changé, parce qu'on a toujours été de gauche et ça n'a pas changé, et on est encore de gauche et ça ne bougera pas aussi longtemps que la grille d'analyse gauche-droite sera celle qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'on dit, c'est que dire que se revendiquer comme étant de gauche n'est pas une condition suffisante pour aller convaincre les gens. Mais alors justement, et notamment les gens qui pourraient sociologiquement se retrouver dans la gauche. Alors justement, on a parlé vous avez parlé avec Anna des problèmes de personnes et des questions d'ego, mais questions de fond, moi je vois vraiment pas comment vous pourriez vous mettre d'accord avec les écologistes, avec d'ailleurs les socialistes, sur les régionales, sur les questions, non, au-delà des régionales. Ah oui, parce que sur les régionales, là on l'a fait et on fait la démonstration. Non, sur les questions de fond, sur le nucléaire, sur la laïcité. Sur le nucléaire avec les Verts, c'est facile. Est-ce qu'on est d'accord avec eux? Non, mais pas les communistes. On est d'accord. Pas d'accord. Sur l'immigration, sur l'Europe. Sur l'Europe, vous n'êtes pas du tout d'accord avec les Verts. Je sais pas. Enfin, en fait, j'ai envie de vous dire, oui, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord, mais en fait, j'en sais rien. Et quel est le programme politique défendu par ELV pour 2022? Non mais si vous le savez, moi, j'ai fait un débat hier en ligne à Sciences Po Paris. Il y avait une représentante d'Europe Écologie Les Verts. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'Union européenne, sur la désobéissance au traité pour pouvoir appliquer notre programme, notamment sur les directives qui obligent à la libéralisation des marchés, de la concurrence, notamment sur le rail, en disant non, on renationalisera et on refera un grand service public du rail dans ce pays et on désobéira par la force des choses aux réglementations et règles européennes. Voilà, et on le fera. Et tout le monde a dit c'est génial. Donc les écologistes qui étaient là dans le débat trouvaient ça génial. Bon, si on est d'accord, super, première nouvelle. Mais j'attends de le vérifier, d'où la réunion d'ailleurs avec Yannick Jadot. Mais alors, vous avez dit que vous connaissiez le programme. Moi, je connais le nôtre. Oui, mais non. Mais le programme de la réunion avec Jadot. Oui. Mais alors, c'est quoi? Il l'a publié, il l'a mis sur Internet, sur son Twitter, Yannick Jadot. Il a proposé, alors il a repris ce qu'on avait dit, c'est comment on fait face à la droite et à l'extrême droite et aux campagnes qui sont menées en ce moment pour faire front ensemble, c'est important pour nous quand même. On a proposé, alors ça il l'a pas vraiment repris dans son courrier, mais qu'il y ait au moins ce qu'on pourra appeler une sorte de pacte de non-agression, quoi. C'est pas la peine de jeter des pots de banane dans ce genre de campagne. Et il veut qu'on parle du programme. Alors lui, il veut aussi parler d'une méthodologie de désignation d'un candidat. Et vous allez dire quoi si vous proposez une primaire de toute la gauche? Non. Non. Mais je vais vous dire pourquoi. La chose que ça m'évoque, la primaire de la gauche, vous savez ce que ça m'évoque? Ça m'évoque Manuel Valls et François de Rugy. Est-ce qu'on a vraiment envie, quand on est de gauche, de revivre ça?
Vraiment. Et encore, j'y ai pas participé à la précédente. Ils vont se déchirer. Mais ça m'a tellement... C'est une machine à se déchirer, c'est ce que vous voulez dire. Vous avez vu le résultat politique de la fois dernière. En tout cas, il n'y a pas de corrélation entre primaire à gauche et victoire. Je ne voulais pas que je rappelle le score de Benoît Hamon, qui s'était mis d'accord d'ailleurs avec Yannick Jadot en dehors de la primaire. Sauf que l'exemple de François Hollande montre le contraire. Mais une question d'actualité. Il n'a pas été candidat à une primaire externe et ouverte. Ah non, pas externe. Ah bah oui. Oui, mais c'est pas la même chose. Et ça lui a donné beaucoup d'élan à l'époque. Non, c'est pas ça qui lui a donné beaucoup d'élan, c'était que le Parti socialiste était majoritaire dans tout le pays, à tous les échelons. Excusez-moi, il a tout, je vais vous le dire très clairement, il a tout foutu en l'air. Il a foutu en l'air la gauche et le pays en même temps. Juste comme il nous reste 1 minute 30, peut-être 45, sur l'ENA, la suppression de l'ENA, sa reconstruction, vous soutenez, vous êtes plutôt favorable. Il y avait qu'1% de fils d'ouvriers jusque-là, on peut peut-être... Ah oui, c'est sûr. Il y avait un gros problème de représentation sociologique au sein de l'ENA. Est-ce qu'on va le régler en mettant cet institut, machin chouette Non, on va créer de la confusion. Institut du service public. Oui, pourquoi un institut d'ailleurs? Pourquoi pas une école? Enfin, c'est quoi ces trucs de mettre des instituts partout? C'est insupportable, je veux dire, cette novlangue. Bref, une école de service public, c'est au mépris notamment d'une chose, c'est qu'ils vont faire un tronc commun avec l'École nationale de la magistrature, et il y a un truc qui s'appelle la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et cette séparation des pouvoirs, c'est pas quelque chose qui est juste dans les textes. Elle doit être ça doit être vivant, ça doit être incarné, ça doit être structuré, et ça doit être organisé. Et donc à un moment donné, il y a des choses comme ça auxquelles y toucher, c'est déjà le début d'un problème. C'est déjà le début d'un problème démocratique et politique. Mais le plus important, c'est cette école, enfin cet institut du service public. Est-ce qu'à la fin, on aura encore le droit de pantoufler? C'est ça la question. Non, mais d'aller dans le privé comme c'est fait actuellement. Bien sûr qu'on aura encore le droit, puisque quand on a voulu l'interdire en début de mandat, on nous a dit non, c'est pas le problème principal. Donc vous voyez bien que c'est là pour détourner le regard et que Emmanuel Macron essaye de faire un peu de démagogie pour dire aux gens regardez, je m'en prends aux élites moi aussi, alors que j'en viens. Enfin, la blague. Surtout que la loi fonction publique, je vous le signale et je termine là-dessus, la loi fonction publique permet d'embaucher des contractuels au poste de plus haute responsabilité dans l'État, c'est-à-dire d'embaucher les copains sans passer par là le futur institut machin chouette. Eh bien, merci Hugo Bernalicis d'avoir été avec nous. Nicolas, je vous garde avec moi. Et dans quelques instants, le journaliste du Figaro, Alexandre Devecchio, va nous rejoindre pour la conversation.